De Mouloud Pharaoun, le fils du pauvre, chapitre 9, suite. Je la revois encore, la pauvre Chabha, la tête enveloppée dans un châle crasseux, des mèches de cheveux pâles lui brouillant la vue. Elle souffle continuellement sur ses petits doigts glacés et un peu rouges. Elle a beau s'essuyer ou renifler, ses yeux et son nez coulent. Elle tremble de froid dans son unique gandoura à courte manche, mais elle chante en ramassant les olives. Elle est heureuse lorsqu'elle remplit son panier. Sa corvée terminée, elle est chargée de veiller sur la maison. La maison est fermée, mais il y a la cour avec son gros tas de bois. Chabha passe le reste de la journée dans la rue, furette chez les voisins, joue avec les autres filles ou les écoliers, glanant par-ci par-là un bout de galette, une cuillerée de couscous, une poignée de figues. Lorsque les étourneaux passent, il ne faut pas qu'ils se posent sur ces deux oliviers. Elle court les effrayer de sa voix fluette et fait résonner bruyamment un petit seau qui ne la quitte jamais. Elle veille de son mieux au-dedans, au-dehors, et trouve le temps de jouer. De son côté, Halima réussit à communiquer son ardeur à Lounis. Lui aussi veut se montrer supérieur. Les gens de Tizi voient fréquemment les deux frères occupés à une tâche identique, comme au temps de leur jeunesse. C'était alors un beau spectacle d'entente fraternelle. Les cœurs ne battent plus à l'unisson, ce n'est à présent qu'un tableau pitoyable de deux pères de famille qui suent sur leur maigre terrain, chacun de son côté, chacun pour son compte, et capables de se dresser l'un contre l'autre, car la vie se moque du sentiment. Plusieurs fois, je l'ai su par la suite, Ramdan eut la gorge serrée, en voyant travailler son aîné. Lounis, aux mains fines, à la gandoura blanche, Lounis qui savait si bien parler à la Djema'a. Il aurait voulu lui arracher l'outil, le renvoyer à ses réunions. Oui, mon père m'a affirmé d'avoir taillé les arbres de mon oncle en cachette, pioché tel ou tel lopin, mais il ne pouvait complètement le remplacer, faire tout son travail comme avant. La séparation avait ceci de réel, c'est qu'il fallait songer à nourrir les enfants. Ce n'était pas une petite affaire. On ne pouvait se permettre d'écart. On en arrivait à se dire chacun pour soi, lorsque Ramdan ne pouvait plus supporter que son frère s'échina à côté de lui et changeait d'endroit et de tâche. Cependant, grâce à sa femme et à sa fille, mon oncle ne paraissait pas plus embarrassé que mon père. Bientôt, il put même se montrer plus assidu à la Djemara et reprendre peu à peu ses habitudes de notable du village. Halima s'occupait de tout. De temps en temps, un cousin ou un ami leur donnait une journée de golage ou de labour. Les animaux, ils n'avaient guère que la chèvre et le mouton de l'Aïd. Les filles faisaient de la poterie qu'elles échangeaient pour de l'orge. Elles travaillaient la laine et mon oncle vendait ce qu'elles fabriquaient. Pour la nourriture, à part mon oncle lui-même, ni Halima ni ses filles n'étaient exigeantes. En somme, ma tante n'avait pas mal calculé. Elle aurait pu être plus heureuse que ma mère sans sa malhonnêteté. Lounis, qui la connaissait, la supportait avec résignation, comme on supporte une maladie incurable. Halima volait la communauté. C'était admis, elle se mit à voler son mari. Elle prélevait régulièrement une partie de tout ce qui rentrait, céréales, huile, figues, laine, et la vendait à bas prix. Elle prenait à l'occasion une pièce ou un billet dans les économies de Lounis. Elle amassait une petite somme, achetait une broche ou un foulard à Djouher ou une fouta à Melchir, se faisait voler par le commerçant sûr de sa discrétion. Que n'a-t-elle pas donné à toutes les vieilles chercheuses de mari? Les mères des jeunes gens du quartier pourront-elles répéter tout ce qu'elles ont accepté d'elle, sans pour cela prendre ses filles? Et les marabouts avec leurs amulettes mystérieuses qu'il faut coudre dans un coin de la gandoura sous les aisselles, ou qu'il faut suspendre dans un tuyau de roseau juste en face de l'habitation désirée, combien ont-ils fait payer leur grimoire? Voilà où passaient les maigres économies de mon oncle. Et pourtant rien n'y faisait, mes cousines grandissaient, enlaidissaient et ne se mariaient pas.
Mon oncle devinait toutes les manigances de Halima parce qu'elles se pratiquent couramment chez nous. Franc et impétueux comme il était, il aurait voulu prendre sa femme sur le fait et l'étrangler de colère. La fine mouche redoublait de zèle, encourageait sa paresse, satisfaisait sa gourmandise. Il finissait par la laisser faire. Il se désintéressait peu à peu d'elle et de ses filles. Il était vieux. Il savait depuis sa naissance qu'il ne devait pas être riche. Cela est-il nécessaire pour vivre et mourir ?